je le dis, aujourd'hui, on va voir la circulation de l'eau dans le sol et surtout la perméabilité. L'eau dans le sol, c'est important parce que l'eau, comme on le dit souvent, c'est l'ennemi numéro 1 des sols. Donc, c'est pour cela qu'on doit savoir comment l'eau circule à travers le sol, à travers les grains, à travers les différentes tailles des échantillons de sol. Tous les aspects qu'on va voir par après, ça demande une certaine connaissance de la circulation de l'eau dans le sol et comment voir ce comportement de l'eau à travers le sol pour pouvoir mieux aborder les termes qu'on va voir par la suite. Les documents de référence pour ce cours. D'abord, il y a la géotechnique mécanique des sols, tome 1, l'Université de Liège, de Robert Charlier. C'est un ouvrage que j'avais présenté la dernière fois. Il y a encore Mécanique des sols, l'Université catholique de Louvain, de De Hager, 2001. Toujours l'ouvrage Introduction à la géotechnique de Lafleur, 2006. Il y a les cours pratiques de mécanique des sols, plasticité et calculité des tassements Coster et Singlera. Et un article très intéressant sur l'eau dans le sol de Magnan de 2000. Donc, c'est un article que je vais vous envoyer. Et dans cet article, il y a tous les aspects de l'eau dans le sol, surtout dans les sols saturés. Parce qu'on va voir par après, lorsqu'on va voir les sols non saturés, la circulation de l'eau dans les sols non saturés. L'objectif pour ce deuxième chapitre, on va introduire les notions utilisées pour la description du comportement mécanique de l'eau dans les sols, notamment la loi de Darcy qu'on va voir. Il y a la loi également de Bernoulli qu'on va voir. Et cette loi de Darcy qui est basée sur l'analyse des écoulements de l'eau dans les milieux poreux naturels. Il y a l'équation fondamentale des écoulements permanents qu'on va voir également dans les sols et les méthodes de résolution et quelques exemples qu'on va étudier à travers ce cours et également à travers des devoirs que je vais vous donner à faire à la maison. Donc, c'est important de savoir l'objectif de ce chapitre et comment aborder ce chapitre pour bien avancer dans ce cours de géotechnique. Maintenant, l'eau dans la nature. On retrouve l'eau partout dans la nature. L'eau présente dans le sol ne représente qu'une faible partie de l'eau existant à la surface du globe terrestre. C'est-à-dire l'eau qu'on va analyser aujourd'hui, ça représente une faible partie de l'eau existant à travers tout le globe terrestre. L'essentiel de cette eau est salée, c'est-à-dire l'eau de la mer, et cette eau se trouve dans les océans et les mers à peu près à 97,2%. L'eau douce est répartie entre les glaciers à environ 2%, les nappes souterraines environ 0,58%, et ce sont les nappes souterraines qui vont nous intéresser beaucoup plus pour étudier l'eau à travers le comportement des sols. Il y a les lacs et les cours d'eau à peu près 0,16%, l'atmosphère sous forme de vapeur à peu près 0,001%. Dans le cadre de ce cours, c'est l'eau souterraine qui va beaucoup plus nous intéresser. Et c'est cette eau qui communique avec les réservoirs d'eau douce et salée, avec les rivières et avec l'atmosphère en termes d'évaporation et précipitation. L'eau qui nous intéresse en tant que géotechnicien, ça occupe environ à peu près 0,58% de notre planète. Donc, ce cours ne traite pas toutes les eaux qu'on va retrouver à travers la planète, mais ce sont les eaux souterraines. C'est-à-dire que l'eau qu'on va traiter, c'est l'eau liquide à l'intérieur du sol seulement qu'on va traiter, dont l'état de pression et l'écoulement interagissent avec les déformations, les aspects mécaniques du sol et la stabilité des ouvrages. Donc, nous avons vu la dernière fois les caractéristiques physiques d'un sol et à travers cette caractéristique physique, nous avons vu le diagramme de sol. Ce diagramme de phase qu'on avait vu la dernière fois nous montre qu'un sol est composé de 3 phases. Il y a le sol proprement dit et l'espace vide qui est composé de l'air et de l'eau. Nous avons décomposé un sol retrouvé dans le milieu naturel en 3 phases. Dans les 3 phases, nous avons déterminé le poids et le volume. Dans le poids, nous avons vu qu'il y a le poids de l'eau et le poids du sol proprement dit. Et dans le volume, il y a volume du sol, volume des vides qui comprend volume de l'eau et volume de l'air. C'est pour vous dire que le sol qu'on va étudier, c'est un sol qui va comporter de l'eau. Et à travers cette eau, on peut déterminer le poids de l'eau
et le volume de cette eau. Il faut dire également que l'eau appartient à de nombreuses sciences de la nature et de la vie. On peut étudier l'eau à travers la gestion des ressources en eau, à travers la chimie, à travers la biologie, la météorologie, l'écologie maritime également. Mais le géotechnicien, nous-mêmes en tant que géotechniciens, nous allons connaître l'eau comme composante du sol et pour ses interactions mécaniques avec les ouvrages. C'est dans ce cadre-là qu'on va étudier ce chapitre, l'eau à travers le sol. Donc, on va retrouver l'eau sous plusieurs états, c'est-à-dire sous plusieurs formes d'eau dans le sol. Ces états nous montrent quel type d'eau qu'on va étudier à travers les nappes souterraines. Dans les sols, l'eau est présente sous 5 formes différentes. Il y a l'eau phréatique, l'humidité capillaire, l'eau absorbée, l'eau de constitution et la vapeur d'eau. L'eau absorbée et l'eau de constitution sont fortement liées aux particules de sol. C'est-à-dire qu'on va retrouver cette eau aux alentours des particules de sol. Les autres formes d'eau occupent les vides entre les particules. Que ce soit l'eau phréatique, l'humidité capillaire, la vapeur d'eau, ces formes d'eau occupent les vides entre les particules. Et ce sont ces types d'eau qui vont beaucoup plus nous intéresser. L'eau phréatique surtout, ou bien l'eau libre, et l'eau capillaire constituent la phase liquide au sens défini ci-dessous et détermine le degré de saturation. L'eau phréatique, c'est l'eau qu'on va étudier à travers la nappe phréatique, c'est-à-dire que on sait que lorsqu'un sol est saturé, pour que le sol est saturé, c'est un sol en dessous de la nappe. On va étudier l'eau phréatique. L'eau capillaire va nous intéresser beaucoup plus, c'est lorsqu'on va voir l'eau dans les sols non saturés. Dans les sols non saturés, nous allons voir l'aspect capillarité qui va faire intervenir la succion dans les sols. L'eau phréatique est constituée par une présence continue d'eau souterraine remplissant quasiment vide et fissure. Cette eau est en dessous de la nappe phréatique, ce sol est saturé et la saturation est égale à 1. Pour qu'on étudie la circulation de l'eau dans les sols saturés, tout d'abord, ce sol doit être saturé avant et après, on va voir comment l'eau va circuler dans ce sol et étudier la perméabilité de ce sol. Il y a l'eau capillaire également. L'eau capillaire se présente sous forme de ménisque attirant les grains les uns contre les autres. L'eau capillaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc on va voir cette eau à travers les sols non saturés et voir l'évolution des courbes de rétention d'eau dans le sol pour pouvoir déterminer le comportement de ces sols non saturés. Pour pouvoir bien étudier cet aspect d'eau dans le sol, vous pouvez voir ce schéma ici. On va regarder les différents types d'eau qu'on vient d'aborder tout à l'heure. Par exemple, ici, on a la nappe. À travers la nappe, le sol est saturé. Le sol est saturé, donc on va retrouver l'eau phréatique ou bien l'eau libre. Quand le sol est saturé, c'est-à-dire que tous les vides sont remplis d'eau. On va avoir une frange capillaire saturée. À ce moment-là, le sol, ici, quand on va étudier ce sol-là, dans cette frange capillaire saturée, le sol est saturé. À travers ce sol saturé, on va retrouver l'eau capillaire. L'eau capillaire, c'est l'eau dans les sols non saturés en présence d'air qui est retenu dans les canaux les plus fins du sol par les forces capillaires. Quand le sol est saturé en dessous de la frange capillaire, donc on est dans une zone non saturée, mais que le sol est toujours saturé. C'est cette eau qu'on va retrouver ici. Maintenant, quand on rentre dans les franges capillaires non saturées, on va retrouver l'air dans les vides et interaction entre les grains vont être diminuées parce que l'air va empêcher cette interaction, cette connexion entre les grains et le passage de l'eau. Le sol est non saturé et on va retrouver l'eau capillaire et le phénomène de succion parce qu'il va y avoir la pression de l'eau qui entre en jeu et la pression de l'air va entrer en jeu également. Et cette différence entre ces deux pressions va nous donner la succion dans le sol. Donc, c'est un phénomène qu'on va étudier par après dans les sols non saturés. Il y a l'eau discontinue. À ce moment-là, on a beaucoup d'air dans le sol et que la circulation de l'eau devient plus difficile. On peut dire que la succion dans le sol est beaucoup plus importante dans les sols fins, alors que cette succion est faible dans les sols à gros grains, tels que les sols gournus qu'on avait distingués autrefois. Il y a les sols à gros grains, les sols gournus et les sols fins qu'on va rencontrer à travers ce sol-là, l'argile, le limon et les sables très fins. Maintenant, une fois voir les différents états d'eau dans le sol, donc on va étudier la loi d'écoulement de l'eau dans le sol. Dans le cadre de ce cours, on va s'intéresser uniquement à l'eau libre, c'est-à-dire l'eau
qu'on va retrouver dans la nappe, ou on peut l'appeler aussi eau gravifique. Et dans cette eau, nous avons vu que c'est l'air qui nous intéresse. Ce sol est défini par sa porosité parce qu'il y a l'air. Et pour étudier cette porosité, on doit étudier le volume des vides sur le volume total. À travers ces vides, on va voir est-ce que les vides sont remplis d'eau et d'air et est-ce que les vides sont remplis uniquement de l'eau dans le sol, c'est-à-dire que lorsque le sol est saturé. Donc, pour pouvoir étudier l'écoulement de l'eau dans le sol, il faut savoir que tout d'abord, nous avons vu cette équation au départ, la porosité, mais pour bien étudier cet écoulement dans le sol doit être tout d'abord saturé. On va supposer que le sol est saturé dans toute la zone intéressée par l'écoulement. Et on va admettre également que le sol doit être homogène. Homogène, c'est-à-dire qu'on a une seule couche. On va étudier par après lorsque un sol est stratifié avec plusieurs couches, mais pour étudier les équations, que ce soit la loi de Darcy, la loi de Bernoulli, on doit supposer que le sol est homogène, on va considérer une seule couche et on va également supposer que le sol est homogène et isotrope. Maintenant, l'équation de Bernoulli. Considérons un point au sein de massif d'eau en mouvement. Le potentiel H ici, le potentiel H est la hauteur piézométrique. C'est-à-dire qu'on a un piézomètre, on enfonce un piézomètre à travers un forage et on va retrouver là où il y a la nappe dans le sol. Le potentiel H est la hauteur piézométrique à laquelle remonterait l'eau dans un tube piézométrique qu'on va enfoncer dans un forage, ayant son pied au point considéré. Voici le sol, voici la nappe qui traverse ce sol. Si on enfonce un tube piézométrique à travers ce forage, donc on va voir qu'il y a, lorsqu'on va retrouver l'eau, l'eau va remonter à travers le tube piézométrique. Et c'est cette hauteur piézométrique par rapport à la ligne alpha qu'on va mesurer. Cette hauteur piézométrique, d'après l'équation de Bernoulli, va nous donner trois expressions, trois termes bien distincts. Tout d'abord, il y a l'altitude Z du point au-dessus du plan de référence arbitraire, c'est-à-dire que c'est ce Z-là jusqu'à le point bas du tube piézométrique. Ensuite, nous avons la hauteur de charge due à la pression, ok, cette hauteur-là, de là jusqu'à la hauteur de l'eau dans le sol. Et ensuite, nous avons la hauteur de charge qui n'est autre que la vitesse d'écoulement de l'eau. Et on va voir par après que ce terme va être négligé parce que cette vitesse-là est très faible dans le cas de ce sol. Donc, l'expression de Bernoulli, c'est la hauteur piézométrique H qui est égale à l'altitude Z plus la hauteur de charge due à la pression, ok, due à la pression de l'eau, et également la hauteur de charge qui est due à la vitesse d'écoulement de sol. Nous avons maintenant trois termes bien distincts pour pouvoir définir cette équation de Bernoulli. Voici l'équation de Bernoulli, comme on vient de le voir tout à l'heure. Pour bien appliquer cette équation, le sol doit être saturé, tout d'abord, ok, milieu saturé en régime permanent. Ensuite, les particules de fluide suivent une trajectoire invariable au fil des temps. Donc, c'est ce qu'on appelle les lignes de courant, qu'on va regarder dans l'article également. Et si on a un liquide parfait, incompressible et non visqueux, on va appliquer ce théorème de Bernoulli qui dit que la charge hydraulique reste constante le long d'un filet de fluide. Donc, si la charge reste constante, donc on est en régime permanent parce que c'est ce qui définit ce régime permanent. On a que la charge hydraulique est constante à travers ce régime. Voici l'expression. L'expression, il y a l'énergie cinétique qui dépend de la vitesse d'écoulement. Il y a l'énergie potentielle qui dépend de l'altitude et de la pression interstitielle de l'eau. On va voir, comme on a dit tout à l'heure, que cette vitesse-là est très faible et on va négliger cette partie dans l'équation, ce qui va nous donner cette expression ici, H qui n'est autre que U sur gamma W plus Z. En géotechnique, dans le cas des sols saturés, c'est cette équation de Bernoulli qu'on doit appliquer pour pouvoir étudier la circulation de l'eau dans le sol. Dans le cas des écoulements d'eau dans les milieux poreux, comme les sols, les vitesses d'écoulement sont faibles, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, et le terme correspondant peut être négligé. C'est pour cela que ce terme V carré sur 2G est négligé. Et d'autre part, dans le sol, l'eau se trouve à une pression appelée pression interstitielle d'eau, comme on a vu tout à l'heure dans les tubes piézométriques, c'est que on a la pression interstitielle de l'eau, ce qu'on appelle le U,
au lieu de PW et l'équation de Bernoulli devient dès lors H égale à U sur gamma W plus l'altitude de Z. Il faut dire que dans les couches d'argile, l'eau parcourt une dizaine de mètres en 10 ou 20 ans. C'est-à-dire qu'une argile bien compactée, l'eau va circuler avec une vitesse très très faible. Okay? Et jusqu'à quelques millimètres par jour. Dans des cas exceptionnels, elle peut atteindre 1 mètre par seconde. Le terme dû à l'énergie cinétique, c'est pour cela que ce terme-là est négligé parce que la vitesse est très très faible. C'est pour cela que dans les barrages également, on peut faire des barrages en sol en argile bien compacté. L'eau ne va pas traverser ce sol imperméable si c'est bien fait. En d'autres termes, voici le schéma correspondant qu'on va utiliser pour bien aborder ce sujet. Il y a la hauteur piézométrique HA qui est divisée en deux termes. L'altitude, c'est-à-dire ZA ici jusqu'au bas, et puis UA sur gamma W jusqu'à la hauteur de l'eau dans le tube piézométrique. C'est pareil pour le tube B. On a l'altitude ZB et on a UB sur gamma W qui arrive jusqu'à la hauteur, ok, ici, et cette hauteur-là jusqu'à la hauteur piézométrique. Et on a HB. Et cette différence delta H va nous donner la perte de charge qu'on va étudier pour pouvoir déterminer ce que ce soit la perméabilité, la pression interstitielle, la hauteur de charge, la charge hydraulique, etc. Et cette charge hydraulique a la dimension d'une longueur et c'est exprimé en mètres. La pression interstitielle U peut se déduire de la charge hydraulique par cette relation. Quand on fait traverser le Z du côté gauche, on a U égale à gamma W H-Z qui va nous permettre de déterminer la pression interstitielle à travers le sol. H est la côte à laquelle remonterait l'eau dans un tube placé dans le massif de sol au point P. Voici la hauteur H pour pouvoir déterminer la charge hydraulique à travers le sol et appliquer cette équation de Bernoulli qui va nous permettre de déterminer bien la circulation de l'eau dans le sol. À travers ce schéma également, on peut arriver à déterminer le gradient hydraulique. Voici la formule pour pouvoir déterminer le gradient hydraulique. Le gradient hydraulique, ce sera le delta H, la différence de charge entre HA et HB, qui nous montre qu'il y a écoulement vers le bas. Okay? Ce gradient n'est autre que delta H sur L. L, c'est la distance parcourue à travers l'échantillon entre A et B. Donc, c'est ce qui nous donne le delta H sur delta S pour pouvoir déterminer ce gradient. Voici l'expression I qui n'est autre que delta H sur L. Vous avez la théorie ici, vous pouvez lire, mais l'essentiel, c'est montrer que le gradient hydraulique est égal à delta H sur L ou bien delta H sur delta S, comme on le voit ici. C'est la différence de hauteur. Ensuite, c'est la distance entre les deux tubes. Ça, c'est un résumé qui nous montre que d'après l'équation de Bernoulli, on arrive à déterminer la charge hydraulique H égale à U sur gamma W plus l'altitude de Z et l'autre terme est négligé. Ensuite, le gradient hydraulique qui n'est autre que le delta H sur L ou delta H sur delta S, ce qu'on vient de démontrer tout à l'heure. D'après le théorème de Bernoulli, si la hauteur de charge HA égale à HB égale à une constante, il n'y a pas d'écoulement dans le sol. La nappe est en équilibre. Ici, si le delta H qu'on voit ici est égal à 0, c'est-à-dire que HA égale à HB, il n'y aura pas d'écoulement et la nappe est en équilibre. En revanche, si HA est supérieur à HB, comme dans le cas ici, HA est supérieur à HB, il y a écoulement de A vers B. Et la perte de charge est delta H qui n'est autre que HA moins HB, qui correspond à l'énergie perdue en frottement. Okay? Et la perte de charge est à la fois le moteur et la conséquence de l'écoulement. C'est pour cela quand on vous demande est-ce qu'il y a écoulement dans un sol, il suffit de déterminer cette perte de charge, cette différence entre la hauteur de charge en A et la hauteur de charge en B pour vous dire s'il y a écoulement ou pas. Maintenant, on a vu l'équation de Bernoulli, on va voir la vitesse d'écoulement. Dans un sol, les pores qui séparent les particules et sont offerts à la circulation de l'eau. Dans un sol, il y a les particules solides et les vides.
Et dans les vides, il y a les pores. Et dans les pores, c'est là où il y aura la circulation de l'eau à travers de ces sols. Et cette circulation de l'eau dépend de la dimension et des formes très variables. C'est-à-dire que si on a un sol à gros grains, la circulation de l'eau est beaucoup plus facile. C'est-à-dire que un sol, un gravier ou bien un sable, l'eau va circuler facilement à travers ce sol. Mais en revanche, si on a un sol très fin, l'eau va circuler très difficilement à travers ce sol. En ce sens, c'est pour vous dire que les molécules d'eau suivent donc une trajectoire sinueuse et irrégulière qu'il n'est pas possible de décrire simplement à travers des échantillons de sol. C'est pour cela que ici on voit un échantillon de sol. On voit que ce sont des gros grains et l'eau peut circuler facilement à travers les gros grains. Et à ce moment-là, l'eau circule entre les grains dans les parties vides. Donc, on va voir que l'eau a une trajectoire irrégulière et sinueuse. C'est difficile d'aborder cette trajectoire en géotechnique. C'est pour cela qu'on va étudier une vitesse d'écoulement, une vitesse moyenne pour pouvoir étudier cette direction moyenne de l'écoulement. Et c'est dans ce sens qu'on va aboutir à la vitesse d'écoulement. Et cette vitesse d'écoulement qu'on va voir ici n'est autre que le coefficient de perméabilité qu'on va multiplier par le gradient hydraulique. Et si on regarde la théorie pour pouvoir aboutir à la loi de Darcy, on a dit que les vides du sol sont des espaces intergranulaires. Donc, voici les grains de sol supposés ici et les vides sont entre les grains et c'est ce qui va faciliter également la circulation de l'eau à travers les grains. Ils forment des conduits irrégulières offrant plus ou moins de facilité au passage de l'eau. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, l'eau traverse les vides entre les grains. Cette relative facilité dépend de la dimension des vides. Donc, quand on a un sol à gros grains, les vides sont beaucoup plus grands. Quand on a un sol à grains fins, les vides sont beaucoup plus petits. Donc, de la granulométrie du sol. Granulométrie, c'est ce qu'on a vu dès le départ. L'essai granulométrique va nous permettre de savoir la dimension des grains, la taille des grains à travers le sol. De la forme des grains, on n'a pas vu la forme des grains, mais il y a plusieurs types de formes à travers les grains. C'est pour cela que quand on fait l'essai granulométrique, on a des tamis et le tamis va uniformiser cette forme quand les grains passent à travers le tamis. Et de l'état de compacité. L'état de compacité est important également parce que quand un sol est vraiment compact, tel que les argiles, ça peut empêcher la circulation de l'eau à travers le sol. Elle dépendra de la viscosité de l'eau. La viscosité de l'eau, donc c'est pour dire que ça dépend de la température de l'eau à travers le sol. C'est ce qui nous permet d'aboutir à la loi de Darcy. La loi de Darcy, ce que dit cette loi, Darcy a étudié l'écoulement de l'eau à travers des échantillons de sol saturés. Il faut bien noter que c'est un sol saturé pour conclure que un sol donné, le débit Q est proportionnel au gradient hydraulique. Donc, on a le débit, voici Q, égal à K par le gradient hydraulique multiplié par la section. C'est ce que nous a montré Darcy à travers des études sur les échantillons de sol saturé. Pour bien démontrer cette loi de Darcy au laboratoire, donc, il suffit de mettre un échantillon à travers un moule et on fait cette simulation pour pouvoir trouver la différence des charges hydrauliques, le delta H. On met de l'eau, on fait de telle sorte que cette hauteur est constante. Et on fait de même de l'autre côté pour pouvoir trouver cette différence de charge, delta H. Parce que si le delta H est égal à 0, il n'y a pas d'écoulement à ce moment-là. Et dans le cas de sol qu'on place à travers ce moule, on fait passer de l'eau à travers cet échantillon de sol. Mais il faut d'abord tenir à ce que cet échantillon est saturé. Et lorsque l'eau traverse l'échantillon de sol jusqu'à cette distance, le delta S ou bien L, ce qui nous donne le gradient hydraulique qui nous donne delta H sur delta S. Ensuite, l'eau qu'on va récupérer, après on va déterminer le débit en fonction du volume d'eau recueilli en fonction du temps. Et également, ce débit n'est autre que le K
par le gradient hydraulique par la section de l'échantillon considéré. Et c'est dans ce sens que Darcy a étudié l'écoulement de l'eau à travers des échantillons de sol saturés pour conclure que pour un sol donné, le débit Q est proportionnel au gradient hydraulique. Voici ici le Q qu'on a ici, qui est le débit qui est proportionnel au gradient hydraulique, le I, qui n'est autre que K par I par la section, qui montre que c'est proportionnel par rapport au gradient hydraulique. Nous avons vu que la vitesse d'écoulement de l'eau dans un massif de sol dépend de la géométrie des pores. Les pores là où se trouvent les vides et là où on doit assurer que ces vides sont remplis d'eau afin que cette circulation puisse bien se faire à travers ces pores. Parce que si le sol est non saturé, il y a des vides, cette circulation va être empêchée. C'est pour cela qu'on doit étudier d'autres équations pour pouvoir étudier l'eau dans les sols non saturés. Donc, cette circulation dépend de la géométrie des pores du sol offert à la circulation de l'eau et aussi des différences de charge hydraulique entre les points du massif. Donc, cette vitesse d'écoulement de l'eau dans un massif de sol dépend de la géométrie des pores du sol offert à la circulation de l'eau et aussi des différences de charge hydraulique entre les points du massif. Et c'est ce qui nous donne cette relation de la vitesse d'écoulement qui n'est autre que le coefficient de perméabilité multiplié par le gradient hydraulique. Et c'est ce que Darcy nous a montré dans les années 1856. Donc, on peut également généraliser la loi de Darcy. Et cette expression de Darcy a été généralisée par Schlichter au cas d'un écoulement tridimensionnel dans un sol homogène et isotrope. Et à ce moment-là, on doit étudier le vecteur de vitesse d'écoulement, V, qui est autre que le vecteur de gradient hydraulique I multiplié par le coefficient de perméabilité. Okay? Ça, c'est la généralisation de cette équation de Darcy. Et on va voir par après également, cette généralisation a été développée par la loi de Darcy généralisée dans le cas des sols non saturés. Je vous donne ici un autre aspect de la loi de Darcy avec le coefficient de perméabilité. Et c'est ce coefficient de perméabilité de la loi de Darcy a la dimension d'une vitesse quand on va déterminer la perméabilité d'un sol. Donc, c'est comme une vitesse qu'on va déterminer au laboratoire parce que la vitesse d'écoulement est égale à le coefficient de perméabilité multiplié par le gradient hydraulique. Ce gradient est un nombre adimensionnel. Et on peut retrouver cette perméabilité au laboratoire, ce coefficient, à différentes valeurs. Pour les sols à gros grains, on peut avoir des valeurs de 1. Et pour les sols à grains fins, on peut avoir des valeurs jusqu'à 10 puissance moins 11 pour mètres par seconde pour les argiles très peu perméables. Et ce coefficient de perméabilité dépend à la fois des caractéristiques du sol et on a vu que ce coefficient dépend de la température et des caractéristiques de l'eau, de la viscosité, du dynamique de l'eau également. C'est pour cela qu'on peut déterminer le coefficient de perméabilité qui n'est autre que le K sur mu par gamma W. Le K, c'est le coefficient caractérisant l'empilement des particules du sol et ce coefficient a la dimension d'une surface. Il y a la viscosité dynamique de l'eau, le mu, qu'on représente parfois sur d'autres paramètres, et le gamma W, qui est le poids volumique de l'eau. En résumé, nous avons la vitesse d'écoulement, qu'on a vu qui est égale à K par I, le coefficient de perméabilité par le gradient hydraulique. Nous avons vu que le coefficient de perméabilité qui n'est autre que le poids volumique de l'eau sur la viscosité multipliée par le coefficient de surfacique. Il y a la dimension d'une surface, ce qu'on appelle la perméabilité absolue ou Darcy. Et dans les différents types de sols, nous avons des valeurs de coefficient de perméabilité. Par exemple, pour les graviers, nous avons des valeurs supérieures à 1 cm par seconde. Pour les sables grossiers, des valeurs jusqu'à 10 puissance moins 2 cm par seconde. Les sables fins entre 10 puissance moins 2 à 10 puissance moins 4.
cm par seconde. Pour les limons, 10 puissance moins 4 à 10 puissance moins 6. Pour les argiles, inférieur à 10 puissance moins 7. Et nous avons des perméabilités relatives, que ce soit pour le gravier sol très perméable, sable grossier perméable, sable fin moyennement perméable, limon peu perméable, et les argiles quasi imperméables. C'est pour cela qu'on utilise beaucoup les argiles dans les barrages en terre. À travers d'autres tableaux, nous pouvons dire que pour pouvoir déterminer cette perméabilité au laboratoire, parce qu'il y a deux différents types de perméabilité qu'on peut déterminer. Les perméabilités sur le terrain, in situ, ce sont des perméabilités avec des appareils très coûteux et qui donnent des résultats très précis parce que le sol sur le terrain, dans son état initial, a un comportement différent lorsqu'on prépare un échantillon au laboratoire où on va compacter un échantillon pour pouvoir réaliser l'essai de perméabilité. C'est-à-dire qu'on va compacter un échantillon et ce compactage n'est pas forcément le cas initial qu'on a eu sur le terrain. C'est pour cela que dans les essais de perméabilité, ce qu'on fait sur le terrain est beaucoup plus précis que les essais réalisés au laboratoire. Mais nous allons beaucoup plus rester sur le laboratoire à travers les deux types de sols qu'on a vus de manière grossière, les deux types de sols qu'on a vus, les sols grenus et les sols fins. Pour les sols grenus, on va utiliser au laboratoire le perméamètre à charge constante pour pouvoir réaliser ces essais de perméabilité, que ce soit sur les graviers et sur les sables. Et ces résultats vont nous donner des valeurs de 10 puissance 0 à 10 puissance moins 6 pour ces sols-là, en mètres par seconde. Pour les sols fins, on va utiliser le perméamètre à charge variable pour les limons et les argiles. Et à ce moment-là, on peut trouver des coefficients de perméabilité allant jusqu'à 10 puissance moins 11 mètres par seconde. Donc, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Le coefficient de perméabilité de la loi de Darcy est fonction de la nature et de la structure du sol, mais aussi de la nature du liquide en écoulement. C'est pourquoi on a cherché à définir un coefficient de perméabilité physique qui ne dépend que des caractéristiques du sol. C'est ce qui nous permet d'appliquer cette formule K0 égale à K sur nu sur gamma W. Et c'est ce qu'on a vu à travers cette équation ici. C'est la même équation qu'on a ici. Et cette même équation qu'on a ici également, en résumé. Maintenant, en termes de théorie, l'expression de Darcy n'est valable que pour autant que l'écoulement soit laminaire. C'est-à-dire que la vitesse réelle de l'eau entre les grains soit faible. L'écoulement turbulent apparaît lorsque la grandeur des pores augmente. C'est-à-dire que lorsqu'on a des sols grossiers, gravier et pierre par exemple, donc à ce moment-là, l'écoulement turbulent apparaît dans ce type de sol. Et lorsque le gradient hydraulique devient trop élevé également. La loi de Darcy cesse également d'être valable en cas de non-saturation. Parce que la loi de Darcy, on l'applique uniquement dans le cas des sols saturés. Quand on a un sol non saturé, cette loi, on ne peut pas l'appliquer dans la mesure où l'air va empêcher l'eau de circuler facilement à travers les pores et également à travers les échantillons. Parce que l'air va couper le passage de l'eau dans ce sol-là. Là, je vous donne quelques théories que vous pouvez lire vous-même, que ce soit la loi de Darcy, les différentes théories appliquées et qu'on vient de voir dans le cours. Là, ce sont des textes que vous pouvez lire et c'est ce qu'on a résumé tout à l'heure à travers tout. Maintenant, on va regarder l'influence de la température dans le cas de l'écoulement de l'eau à travers le sol. La vitesse d'écoulement de l'eau à travers un sol est fonction de la viscosité de l'eau. C'est ce qu'on avait dit tout à l'heure et donc de la température. On peut dire que le coefficient de perméabilité est fonction de la température. C'est pour cela, au laboratoire, quand on réalise un essai de perméabilité, on doit réaliser cet essai dans une salle à une température constante. Et cette température constante, c'est cette température qu'exige la norme pour pouvoir bien réaliser cet essai de perméabilité. Okay? C'est-à-dire qu'on ne peut pas rester, on réalise un essai de perméabilité à l'air libre où le soleil va influencer les valeurs de coefficient de perméabilité ou bien la circulation de l'eau à travers le sol. La température de la salle doit être constante et cette température doit être constante pendant tout l'essai
pour qu'il n'y ait plus de changement de coefficient de perméabilité à travers ce dessin. C'est dans ce sens que on doit garder la température de la salle constante pour pouvoir réaliser ce dessin. En d'autres termes, il y a le coefficient de perméabilité K20 qui n'est autre que la viscosité de l'eau à une température quelconque, la viscosité de l'eau à une température 20 degrés Celsius et le coefficient de perméabilité mesuré à une température quelconque. Ce qui va nous donner le coefficient de perméabilité à la température de 20 degrés Celsius, qui n'est autre que l'expression qu'on a utilisée tout à l'heure pour pouvoir déterminer la perméabilité de Darcy. Et cette expression qu'on va utiliser pour la température à 20 degrés Celsius et la température quelconque, qui va nous donner cette expression ici, K 20 degrés Celsius, qui n'est autre que cette valeur. Dans la littérature, nous avons des valeurs exactes pour la viscosité à la température 15 degrés Celsius de l'eau, ou bien la viscosité à la température de 30 degrés Celsius de l'eau, ce qui va nous permettre de déterminer ce coefficient de perméabilité à 20 degrés Celsius. Je vais m'arrêter là. S'il y a des questions pour cette partie, avant de prendre l'autre partie, on vient de voir la perméabilité d'un sol dans le cas d'un sol homogène, isotrope, pour une seule couche, avant de prendre des milieux stratifiés pour plusieurs couches. Donc, s'il y a des questions, je les prends maintenant. S'il y a des questions. Oui, professeur. Oui, dans cette slide, la viscosité de l'eau a grandi. Et comment on va déterminer cette valeur de grandi? Est-ce que c'est la température de la salle et qu'on fait l'expérience ou bien c'est la température? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, quand on fait un essai, l'essai doit être réalisé dans une salle. Par exemple, si dans la salle, la norme exige que la température de la salle doit être à 25 degrés Celsius, donc on doit faire de telle sorte que cette température doit respecter pendant tout l'essai. Et c'est cette température qui est la température quelconque. C'est pour cela que j'ai parlé de température quelconque. Donc, dépendant de la valeur que la norme exige, c'est cette température qui est T degrés Celsius. Okay. Tout à l'heure, vous avez évoqué la notion de nappe en équilibre. C'est lorsque delta H est constant, c'est-à-dire HA égale HB. Est-ce que ça n'a pas un rapport avec le sens d'écoulement de la nappe? Parce que il se peut que HA soit égal à HB, mais en fonction du sens d'écoulement, et ça pourrait évoquer la notion d'équilibre des nappes. On parle de sens d'écoulement de la nappe. Ouais. C'est un thème différent de l'équilibre. Delta H est égal à 0, c'est-à-dire qu'on est au-dessus de la nappe et on est à l'horizontale. Si delta H est égal à 0, il n'y a pas d'écoulement. Pour avoir l'écoulement, il suffit de montrer que delta H est différent de 0. Mais si delta H est nul, donc il n'y a pas d'écoulement. Mais après, on va voir, il y a écoulement vertical, il y a écoulement de sens horizontal et tout ça. Lorsque on va regarder les milieux stratifiés avec différentes couches. Mais là, on vous dit que quand delta H, si HA égale HB, il n'y a pas écoulement. S'il y a écoulement maintenant, on peut voir écoulement vers le bas ou bien écoulement vers le haut. Mais à ce moment-là, il faut avoir une différence. Mais delta H est différent de 0. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, vous pouvez continuer. Maintenant, on va regarder la perméabilité des milieux stratifiés. Les milieux stratifiés, c'est un milieu avec différentes strates ou bien différentes couches. On peut avoir couche 1, couche 2, couche I jusqu'à N couches. Ici également, couche 1, couche 2, couche I jusqu'à N couches. Dans les sols naturels sédimentaires, on peut retrouver ces sols-là sous forme de couches superposées. C'est ce qu'on appelle des milieux stratifiés. Et ces couches superposées sont sensiblement horizontales de perméabilité différente. On avait vu la loi de Darcy tout à l'heure. On va supposer que le sol est homogène, le sol n'est pas stratifié, il n'y a pas différentes couches.
on va supposer que le sol est isotrope et on applique la loi de Darcy. Mais si on a un sol à plusieurs couches, à ce moment-là, on va considérer chaque couche et on applique la loi de Darcy sur chaque couche. Après, on peut généraliser cette loi de Darcy à travers les différents strates. Et on voit qu'on peut remplacer cette succession de couches par une couche unique de perméabilité équivalente. Et c'est dans ce sens qu'on va développer des formules pour pouvoir déterminer la perméabilité équivalente qui va nous donner le même débit sous la même charge. C'est dans ce sens qu'on va avoir l'écoulement quand l'écoulement est parallèle à la stratification. Voici un écoulement parallèle. À ce moment-là, cette perméabilité équivalente est égale à KHE. OK? Et voici la formule qu'on va appliquer pour pouvoir déterminer la perméabilité équivalente dans le cas de l'écoulement parallèle à la stratification. La perméabilité est égale à I allant de 1 à N, KI fois HI sur I, sommation de I allant de N à N par HI. Ça, c'est cette formule qu'on doit appliquer lorsqu'on va déterminer la perméabilité équivalente dans le cas d'un écoulement parallèle à la stratification pour pouvoir déterminer cette perméabilité. Dans le cas d'un écoulement perpendiculaire à la stratification, comme on a vu ce schéma ici, voici l'écoulement est perpendiculaire à la stratification, on a couche 1, couche 2, couche I, couche N. Là, on va appliquer cette formule pour pouvoir déterminer le coefficient de perméabilité équivalente KVE, qui n'est autre que sommation I allant de 1 à N, HI sur sommation de I allant de 1 à N, HI sur KI. Ce sont ces deux formules-là qu'on doit appliquer pour pouvoir déterminer le coefficient de perméabilité équivalent, pour que ce soit pour un écoulement parallèle à la stratification, comme le cas ici, bien un écoulement perpendiculaire à la stratification. Et c'est dans ce sens qu'on peut dire que dans tous les cas, l'écoulement perpendiculaire à la stratification, ce coefficient KVE est toujours inférieur au coefficient de perméabilité équivalente à la stratification lorsque l'écoulement est parallèle à la stratification. Donc KVE est inférieur à K ou égal à KHE. Maintenant, on va voir les différents types de nappes, la nappe phréatique, etc. Parce que c'est important de pouvoir déterminer la nappe, car que ce soit la circulation de l'eau dans le sol, ça fait intervenir la nappe. Que ce soit lorsqu'on va étudier dans le chapitre suivant les contraintes à travers le sol, on doit considérer les nappes avant de pouvoir appliquer les différentes formules appropriées. Pour les nappes phréatiques, on dit que le sol est constitué de strates permettant ou non la circulation de l'eau. C'est ce qu'on vient de voir pendant tout le cours dès le début. Des couches de gravier ou de sable grossier laissent facilement circuler l'eau sous l'action de la gravité. C'est ce qu'on a vu également dans le cas des sols grêlus, l'eau peut circuler facilement. Donc ces couches sont dites perméables. Et on peut les appeler des aquifères. Donc c'est une définition assez simple des aquifères. Maintenant, par rapport à celle-ci, d'autres couches, argile par exemple, parce que les argiles, on les présente comme des sols imperméables ou qui ne laissent pas traverser l'eau facilement. Donc, ces couches-là sont imperméables comme les argiles. Et c'est pour cela, comme je l'ai dit tout à l'heure, les argiles, on l'utilise beaucoup dans les barrages en terre parce que si on compacte bien l'argile, l'eau ne peut pas circuler à travers cette argile et ça va retenir l'eau. On peut utiliser cette eau pour n'importe quel domaine, que ce soit l'électricité ou pour l'irrigation à travers les barrages en terre. Et quand on va étudier quelques exemples de barrages pour faire des calculs, on va voir que on va utiliser l'argile dans les simulations avec le logiciel GeoStudio qu'on va utiliser pour pouvoir déterminer, faire des calculs de stabilité pour les barrages. Maintenant, si on exécute des forages pour y enfoncer des tubes piézométriques, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure à travers ce cours, c'est qu'on doit enfoncer des tubes piézométriques à travers les sols jusqu'à ce que, lorsqu'on est dans le sol saturé, l'eau va remonter à une certaine hauteur à travers
ce tube. Et qu'on attend un temps plus ou moins long suivant la perméabilité du sol, l'eau va s'établir dans les tubes à une hauteur d'équilibre qu'on appelle hauteur piézométrique. Et c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que l'eau va rester dans le tube à une hauteur piézométrique. Les hauteurs d'eau ainsi obtenues définissent la surface piézométrique. Et c'est à travers cette hauteur d'eau dans le tube qu'on va définir la surface piézométrique dans le cas d'un sol. Maintenant, pour le niveau phréatique correspond par définition au niveau pour lequel la pression interstitielle est égale à la pression atmosphérique. C'est-à-dire que quand on arrive à la surface de la nappe, on est à la pression atmosphérique. Et c'est à la pression atmosphérique, la pression interstitielle est nulle. À ce moment-là, on peut dire que l'eau est au repos et le niveau phréatique est horizontal et est déterminé par le niveau où l'eau s'installe dans le puits. Et c'est ce qui va nous permettre de déterminer par après les contraintes effectives, parce que dans les contraintes effectives, on va enlever la pression interstitielle de l'eau et lorsqu'on est au niveau de la nappe, à la pression atmosphérique, on dit que la pression interstitielle est nulle. C'est le niveau phréatique. Il faut bien mettre cette notion dans la tête parce que par après, on va utiliser beaucoup plus la nappe. Et dans la nappe, c'est la nappe phréatique, la nappe libre, etc. La nappe aquifère est dite libre car le niveau phréatique s'établit dans la couche perméable. On parle d'une surface libre. Cette surface phréatique est donc le lieu des points ayant même altitude et niveau piézométrique. Et voici ici la surface piézométrique qu'on vient de définir. Maintenant, s'il y a écoulement, la surface libre est généralement inclinée. Quand il y a écoulement, la surface libre est généralement inclinée parce qu'on doit avoir une différence d'altitude, une perte de charge delta A. Pour pouvoir avoir l'écoulement à travers le sol, il faut y avoir une perte de charge. La surface libre, à ce moment-là, doit être inclinée dans la même direction que la surface du terrain. La pente de la nappe d'eau est généralement faible et uniforme. Si l'aquifère est composé de grains assez fins, des remontées d'eau peuvent se présenter sous l'action de la capillarité. Dans le cas des sols fins, on va avoir une certaine remontée d'eau qui va nous permettre de définir cette capillarité, ce qu'on appelle la succion dans le cas d'un sol non saturé. Maintenant, lorsqu'une nappe phréatique recoupe la surface de versant de vallée, une source se forme et de l'eau s'écoule de la surface du terrain. C'est une façon pour définir les sources à travers le sol. Et en cas de besoin, on peut intercepter l'eau avec des drains avant qu'elle n'atteigne la surface. Donc, voici le schéma ici. On peut avoir la hauteur piézométrique ici, hauteur piézométrique. Ensuite, deux parties de la couche non saturée d'eau de la nappe aquifère. De 2. Là, on est dans la zone non saturée. Maintenant, pour le 3, on a la surface piézométrique. Voici la surface piézométrique qui coupe la hauteur piézométrique installée dans les tubes. En 5, nous avons la couche perméable noyée. En 6, là, on est dans le sol imperméable inférieur. C'est-à-dire que l'eau ne traverse pas cette partie. Donc là, c'est ce qu'on montre à travers les différentes étapes sur ce schéma. En 1, nous avons la hauteur piézométrique à travers le tube piézométrique. En 1. En 2, comme on est au-dessus de la nappe, on est dans la zone non saturée. À ce moment-là, dans cette partie-là, le sol n'est pas saturé. Le sol est non saturé. Il est vide. Dans les vides, il y a de l'air. Pour le 3, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a la surface piézométrique qui passe au-dessus du niveau d'eau dans le tube piézométrique. En 5, nous avons la couche perméable, noyée, ou la zone saturée. Le sol est saturé dans cette zone-là. Et en 6, nous avons la couche imperméable inférieure. Là, c'était pour les nappes phréatiques. Maintenant, il y a nappe libre au repos, bien nappe perchée. Voici un exemple de nappe perchée.
comment on peut définir cette nappe perchée? Une couche imperméable portant un aquifère crée un bassin qui retient de l'eau perchée au-dessus d'une nappe générale. Vous avez la couche imperméable qui est ici, c'est une fausse couche imperméable. Et voici, cette couche imperméable ne laisse pas traverser l'eau. Et on parle à ce moment-là de nappe perchée ou bien de nappe suspendue. Les petites nappes suspendues sont fréquentes dans des milieux stratifiés. Donc, quand il y a un milieu à différentes couches, on peut avoir des couches imperméables qui surmontent des couches perméables et des couches imperméables, des couches perméables qui surmontent des couches imperméables. Quand le sol est hétérogène, on peut avoir différents types de strates et ces différents types de couches peuvent avoir des comportements différents. Elles peuvent être drainées en forant un trou à travers la couche imperméable. C'est-à-dire que cette couche imperméable qui traverse ce milieu-là, si on va maintenant perforer, on va faire un forage à l'intérieur de cette couche fine, on peut maintenant percer cette couche pour permettre à ce que cette nappe perchée ou bien cette fausse nappe qu'on a au-dessus de la couche imperméable, à ce moment-là, l'eau va circuler à l'intérieur de cette couche pour aller en dessous. L'eau va se vider vers le bas pour aller dans la vraie nappe. C'est la définition qu'on a de la nappe perchée ou bien la nappe suspendue. Maintenant, lorsqu'un aquifère est limité par deux couches imperméables, tant par le bas que par le haut, c'est-à-dire on a une couche imperméable ici et une couche imperméable en haut, l'eau peut y être sous pression, c'est-à-dire l'eau qu'il y a à l'intérieur entre ces deux couches peut être sous pression. Dans ce cas, on parle d'une nappe captive, d'une nappe noyée ou d'une nappe artésienne. Et c'est un terme qui revient souvent en géotechnique. On parle de artésien, etc. La surface piézométrique s'établit plus haut que la limite supérieure de la couche. Donc, quand on va fourrer à travers cette nappe artésienne, on peut avoir des remontées d'eau qui arrivent jusqu'à la surface piézométrique réelle du sol. Et ça peut amener des dégâts, des remontées rapides pour l'opérateur ou bien pour les personnes qui sont dans l'environnement ou bien les matériels environnants. Mais l'essentiel, quand ça arrive, on peut avoir des phénomènes qu'on appelle des craquages ou bien un soufflage de fond de fouille. Okay? Quand vous allez lire, vous pouvez voir quand on a ce phénomène, on a la contrainte effective de ce sol qui est nulle. C'est comme si on a la liquéfaction de ce sol. On peut avoir des sables mouvants, ce qu'on appelle quicksand, de ce type de phénomène lorsqu'on fait des puits à travers des puits artésiens ou bien lorsqu'on a retrouvé une nappe artésienne dans le cas de ce type d'aquifère. En résumé, pour ce phénomène qu'on vient de voir, on a la nappe phréatique dans une couche de sol perméable composée de gros grains. Voici la nappe ici, la nappe phréatique. Donc, on a un sol composé de gros grains. Voici la hauteur piézométrique à l'intérieur des tubes. Donc, cette hauteur piézométrique, voici le niveau ici, c'est le 1. On voit qu'il y a une pente, donc c'est-à-dire qu'il y a écoulement, il y a une perte de charge. On a delta H qui est différent de 0. En 2, ici, c'est le sol non saturé qu'on a. Okay? Partie de la couche non saturée d'eau de la nappe aquifère. En 3, nous avons la surface piézométrique. Voici la surface piézométrique qui passe au-dessus de la hauteur piézométrique. En 4, nous avons la couche perméable noyée. Donc, c'est là où on a la nappe. Voici la nappe où le sol est saturé. C'est là également où tous les vides sont remplis d'eau. Ensuite, nous avons la couche imperméable inférieure. Là, c'est le sol imperméable où l'eau ne peut pas traverser. Comme deuxième cas, on a vu la nappe phréatique dans une couche de sol perméable composée de grains assez fins. Là, on avait un sol perméable composé de gros grains, des sols grenus. Là, on a le cas pour les sols fins. Dans le cas des sols fins, c'est différent. On a la hauteur piézométrique ici, la hauteur piézométrique dans le tube, ici, en 1 et en 2 ici. On a une pente inclinée, on a la perte de charge,
Okay? C'est pour vous dire qu'il y a écoulement quand delta H est différent de 0. Dans la partie 2, on est dans la zone non saturée, partie de la couche non saturée d'eau de la nappe aquifère. Voici la zone non saturée. En 3, c'est pareil que tout à l'heure, on a la surface piézométrique qui passe ici à la tête de la hauteur piézométrique. Et ce qui est différent dans le cas des sols à grains fins, on a une frange capillaire. Okay? Et dans cette frange capillaire, il y a une partie dans cette frange capillaire où le sol continue d'être saturé. Et quand vous allez étudier cette partie de frange capillaire, vous allez voir que ici, c'est toujours le gamma-sat qu'on doit appliquer pour pouvoir étudier la contrainte dans le sol. Ça change en tout dans le cas des comportements des sols fins. Parce que même au-dessus de la nappe, on peut avoir le gamma-sat ici dans les franges capillaires, dans la zone non saturée. Ici, on a la nappe dans la couche saturée ici. Et en bas, c'est la couche imperméable qu'on va avoir comme tout à l'heure ici. C'est la couche imperméable. Ici, c'est la zone saturée. Et ici, c'est la couche imperméable où l'eau ne peut pas traverser. Maintenant, pour le cas de nappe artésienne qu'on a vu tout à l'heure. C'est important parce que la nappe artésienne, c'est un cas fréquent dans le milieu géotechnique et ça donne toujours des problèmes aux géotechniciens pour pouvoir bien maîtriser cet aspect de nappe artésienne ou captive. Donc, dans ce schéma, on a la hauteur piézométrique supposée, la hauteur piézométrique à l'intérieur des tubes qui remontent au-dessus de la couche. OK, ici également. On a la surface piézométrique en deux. On a la couche perméable noyée, la couche saturée, qui se trouve entre deux couches imperméables. Une couche imperméable surmontant une couche perméable. Voici la couche imperméable surmontant une couche perméable qui est en 3. Et ici, la couche imperméable inférieure. Donc, entre deux couches imperméables, nous avons une couche perméable et c'est ce qui définit la nappe artésienne. Et maintenant, est-ce qu'il y a des questions sur les nappes? Non. On va voir rapidement les différents principes pour pouvoir déterminer cette perméabilité au laboratoire. Comme on a vu tout à l'heure, c'est que la loi de Darcy est appliquée pour pouvoir déterminer cette perméabilité. Et également la loi de Bernoulli. Ces deux lois, la loi de Bernoulli et beaucoup plus la loi de Darcy, ces deux lois vont nous permettre de déterminer la perméabilité au laboratoire. Et cette perméabilité se fait à travers un échantillon de sol qu'on va placer dans un moule et on va simuler des deux côtés des tubes pour pouvoir placer de l'eau qui va circuler à travers des échantillons et également de gauche à droite simuler une perte de charge pour pouvoir déterminer le volume d'eau qu'on va récupérer en fonction du temps dans un réservoir. C'est ce qui va nous donner ce débit qu'on doit déterminer. Et comme on a vu que ce soit en hydraulique ou bien en géotechnique, ce débit est facile à simuler à travers le volume d'eau recueillie en fonction du temps et ce débit également est proportionnel au gradient hydraulique qui va nous donner KI par la section. Nous avons vu la vitesse d'écoulement qui n'est autre que le coefficient de perméabilité par le gradient hydraulique qui n'est autre que delta H sur delta S que nous avons vu dans le cadre de ce cours. Et dans le cadre des études de perméabilité au laboratoire, nous avons dit tout à l'heure que pour les sols grenus, on va utiliser l'essai à hauteur de charge constante. Et dans cet essai à hauteur de charge constante, ce qu'on fait, on va avoir un réservoir du côté gauche avec une hauteur de charge et un réservoir du côté droit avec une certaine hauteur de charge également. Et cette différence delta H qui va nous donner cette perte de charge pour montrer qu'il y a écoulement également. On a la distance à travers l'échantillon de L qui va nous permettre de déterminer le gradient hydraulique. Et à travers les formules qu'on a vues tout à l'heure, que ce soit la loi de Darcy ou la loi de Bernoulli, on peut déterminer le débit qui est autre que le volume d'eau recueilli en fonction du temps. Par la loi de Darcy, nous avons vu que le débit n'est autre que la vitesse d'écoulement multipliée par la section.
Et nous avons dit également que le débit est proportionnel au gradient hydraulique. Et voici le cas par gradient hydraulique par la section. Le gradient hydraulique, c'est delta H sur delta S ou bien L par A. Et il suffit d'égaler les deux équations pour pouvoir aboutir au coefficient de perméabilité des sols grenus, qui n'est autre que le 1 sur A par le volume d'eau recueilli en fonction du temps sur L sur delta H. Et c'est cette formule qu'on applique pour pouvoir déterminer le coefficient de perméabilité pour les sols grenus. Voici les différents exemples de matériel qu'on utilise comme perméamètre à charge constante. Voici un exemple de perméamètre qu'on peut utiliser également à charge constante. Ça, c'est un appareil que je savais utiliser au laboratoire de l'Université catholique de Louvain, à l'école polytechnique de Louvain, quand j'étais là-bas en Belgique. Donc, c'est cet appareil-là qu'on voit là, qu'on peut utiliser également pour pouvoir déterminer la perméabilité dans le cas des sables. Et là, ce sont des fichiers techniques qu'on utilise pour pouvoir déterminer cette perméabilité au laboratoire. Et pour les sols fins, donc c'est un autre principe qu'on doit appliquer au laboratoire, c'est l'essai à hauteur de charge variable. Pour les charges variables, ce qu'on va faire, on va utiliser des tubes au lieu d'utiliser des réservoirs, parce que pour les argiles et les limons, l'eau va prendre beaucoup plus de temps pour pouvoir traverser ces échantillons de sol. À ce moment-là, on va regarder l'eau qui va descendre au niveau des tubes gradués. Pour pouvoir appliquer ce principe, il suffit de déterminer le débit qui n'est autre que la vitesse d'écoulement multipliée par A, comme on a vu tout à l'heure, ou bien proportionnel au gradient hydraulique qu'on a appliqué tout à l'heure, AK, H sur L. Mais cette fois-ci, comme on n'a pas de réservoir, on ne peut pas recueillir un volume d'eau en fonction du temps, parce que l'argile ou bien le limon et l'eau traversent difficilement ces deux échantillons. Donc à ce moment-là, on va uniquement appliquer le débit de Q égale à moins A dH sur dt, et qui va nous donner cette formule à la fin, ce cas qu'on utilise pour les sols fins. La détermination de coefficient de perméabilité, on peut appliquer cette formule K égale à A sur la section qu'on va retrouver dans le tube, le grand A, la section à travers l'échantillon, et puis le L, et puis le ln de H1 sur H2 sur T2 moins T1. Là, c'est pour les sols à grain fin qu'on applique ces formules. Donc là, ce sont les deux formules. Si on a le temps à travers ce cours, on peut réaliser un essai de perméabilité au laboratoire. Et à ce moment-là, on va utiliser les appareils nécessaires pour pouvoir déterminer ces deux types d'échantillons, que ce soit l'échantillon à gros grains, on va utiliser les perméamètres à charge constante, et que ce soit l'échantillon à grains fins, où on peut utiliser des essais de perméabilité à charge variable. Voici des exemples de formules qu'on peut appliquer dans le cas de perméamètre à charge variable. Okay. On peut avoir la formule en fonction de ln ou bien la formule en fonction de log. À ce moment-là, il faut utiliser le 2,3 pour pouvoir déterminer avec le log. Voici des exemples d'appareils qu'on sait utiliser pour pouvoir déterminer des essais de perméabilité à charge variable pour les sols fins. Ça, c'est un appareil que je savais également utiliser dans le passé pour pouvoir déterminer les perméabilités sur les argiles, sur les sols fins. Maintenant, si on n'a pas de moyens pour pouvoir réaliser les essais de laboratoire, ce n'est pas tous les laboratoires qui sont équipés des appareils pour pouvoir réaliser des essais de perméabilité. Des relations empiriques qu'on peut utiliser pour pouvoir déterminer cette perméabilité, et de manière empirique à travers des essais classiques de laboratoire qu'on peut réaliser sur des échantillons. Par exemple, au laboratoire, si on peut réaliser des essais granulométriques et on a des valeurs sur le diamètre actif des 10, par exemple, on peut utiliser des formules empiriques, que ce soit des formules empiriques de Hazen, des formules empiriques de Casagrande, etc. La formule la plus connue, c'est la formule de Hazen qui est plus connue. Mais il y a la formule de Casagrande également. Casagrande peut nous permettre de déterminer la perméabilité dans le sol. Je vous donne la formule de Hazen ici pour pouvoir déterminer le coefficient de perméabilité en fonction du diamètre des 10 à partir de l'essai de granulométrique au laboratoire.
il suffit de réaliser l'essai granulométrique et à partir de là, on peut estimer le coefficient de perméabilité d'un sol. Là, il y a la capillarité. La capillarité, on ne va pas aborder ce thème ici beaucoup plus, mais lorsqu'on va étudier les sols non saturés, et on va s'attarder beaucoup plus sur ce thème de capillarité pour pouvoir déterminer la succion dans le sol. Et ce qu'il faut savoir, les différences de densité et d'attraction moléculaire entre les phases solides, liquides et gazeuses. Nous avons vu dans le cas d'un sol dans la nature, ce sol est composé de 3 phases. Et jusqu'à présent, on travaille sur les 3 phases, que ce soit la phase solide, la phase liquide et la phase gazeuse. Donc, sur un sol, en géotechnique, ce sont ces 3 phases-là qui doivent nous intéresser. Et cette différence de densité et d'attraction moléculaire entre les 3 phases sont la cause de phénomènes de tension superficielle. L'attraction entre l'air et l'eau est plus faible que celle exercée par l'eau sur elle-même. L'attraction entre l'air et l'eau est plus faible que l'attraction exercée par l'eau sur l'eau. Okay? La surface de l'eau se compose comme si elle était constituée d'une pellicule tendue. La force de tension superficielle T0 est tangentielle et a les dimensions d'une force par unité de longueur. Donc, c'est un thème qu'on va beaucoup plus aborder lorsqu'on va voir les sols non saturés. Okay? Quand l'eau entre en contact avec une paroi solide, sa surface se courbe pour former un ménis, soit un tube de diamètre intérieur D occupant partiellement par de l'eau à une pression interstitielle U. Ce ménisque est en équilibre sous les forces dues à la pression dans le liquide, à la tension superficielle et à la pression dans l'air. Donc, pour ce ménisque ici, donc en équilibre, nous avons la pression dans le liquide. OK, voici la pression dans le liquide. U égale à pi d carré sur 4, plus la tension de surface, T0, pi d cos alpha, égale à la pression de l'air, ok, PA pi d carré sur 4. Et lorsqu'on va regarder cette pression de l'air, on peut étudier cette pression de l'air. La différence de la pression de l'eau moins la pression de l'air va nous donner ce terme succion qu'on peut aborder dans les sols non saturés. Et ce terme ici, cette pression interstitielle négative, ce qu'on appelle la succion, si la pression de l'air est nulle, si on est à la pression atmosphérique, à ce moment-là, cette succion n'est autre que la pression interstitielle négative de l'eau. Et c'est ce qu'on peut voir ici, quand on plonge un tube à travers un réservoir d'eau, il y a de l'eau qui monte dans ce tube jusqu'à une hauteur. Et c'est cette eau qu'on va déterminer dans le cas des sols non saturés pour montrer que cette pression interstitielle négative suit un diagramme triangulaire inversé, ok? Et ce diagramme triangulaire renversé va nous permettre de déterminer la hauteur critique à travers ce tube. Et c'est ce diagramme triangulaire renversé qui va nous permettre de déterminer le HC, qu'on peut voir ici, le U moins 100 HC par gamma W, pour pouvoir déterminer la pression interstitielle de l'eau à travers ce tube. Et on peut égaler ces deux termes pour pouvoir déterminer la hauteur critique à travers le tube. Donc, c'est ce qui est résumé ici pendant la tension capillaire. Nous avons pression de l'eau, pression, tension capillaire, pression de l'air. Nous avons, lorsqu'on va enlever les termes pi d carré sur 4, on peut avoir U moins égal à pression de l'air, etc. Donc, si la pression de l'air est nulle, donc on retombe sur U qui n'est autre que moins 4 T0 cos alpha sur D. Et à travers un tube plongé dans un réservoir d'eau, nous avons vu que ça suit un diagramme triangulaire renversé, ce qui nous donne que la pression interstitielle de l'eau, qui n'est autre que le HC par gamma W, le poids volumique de l'eau, et on peut égaler ces deux termes pour aboutir à la hauteur critique, qui n'est autre que le 4 T tension superficielle par cos alpha sur D gamma W. Ce qu'on peut développer cette hauteur d'ascension capillaire, c'est ce qui va nous permettre de déterminer cette hauteur d'ascension capillaire dans la zone franche de capillarité. Et pour expliquer ce terme, si on voit ici, donc on a l'échantillon de sol ou bien l'eau ici, donc la nappe
à ce niveau-là. Dans la zone saturée, donc on a une saturation à 100%, mais dans la frange zone capillaire proprement dite, dans la zone supposée non saturée, dans la frange capillaire, on a toujours cette zone saturée où on va appliquer le gamma-SAT. Dans la zone funiculaire, donc à ce moment-là, on voit que cette saturation commence à diminuer et il n'y a pas d'interaction intergranulaire facile entre les grains. Dans la zone pendulaire, nous avons beaucoup d'air et on est dans la zone non saturée. Ici, zone non saturée et ici, zone capillaire proprement dit, que cette zone est toujours saturée, même au-dessus de la nappe. Pour aujourd'hui, en termes de conclusion, nous avons vu que l'ingénieur confronté à des problèmes d'eau dans les sols dispose maintenant d'un éventail de techniques de résolution lui permettant d'obtenir la solution théorique. Donc, nous avons beaucoup de solutions qu'on peut utiliser pour pouvoir aborder ce thème d'eau, la circulation de l'eau dans le sol et résoudre des problèmes, les dégâts que peut apporter l'eau à travers le sol. Il pourra ainsi mieux prévoir les moyens à mettre en œuvre pour les travaux, ainsi que l'influence de ceux-ci sur la nappe et le sol. Cependant, ces techniques, si perfectionnées soient-elles, ne sont que des outils qui donnent la solution d'expression mathématique, décrivant de manière approchée la réalité physique, mais surtout les résultats ne vaudront que ce que valent les hypothèses adoptées. Donc, nous avons adopté des hypothèses qui se trouvent dans la loi hydraulique, ok? Et à partir des hypothèses qu'on fait, que ce soit sur la loi de Bernoulli, l'hypothèse essentielle qu'on a réalisée sur la loi de Bernoulli, c'est que la vitesse d'écoulement est faible dans le cas d'un sol et que cette vitesse est négligeable pour pouvoir appliquer uniquement pour la charge hydraulique, l'altitude et puis plus la pression interstitielle. Donc, c'est important de savoir ça. Et ensuite, nous avons fait l'hypothèse également qu'on est dans un sol homogène, isotrope. C'est important parce que homogène, la loi de Darcy peut s'appliquer à travers un sol homogène. Et si on est dans un sol stratifié, à ce moment-là, on doit considérer chaque couche séparément pour pouvoir déterminer une perméabilité équivalente, un coefficient de perméabilité équivalente, que ce soit pour lorsque l'écoulement est parallèle ou bien lorsque l'écoulement est perpendiculaire. Et les résultats obtenus ne devront pas être appréciés en fonction de la précision de la méthode de résolution adoptée, en général largement suffisant parce que ce sont des méthodes théoriques, mathématiques qu'on applique au laboratoire. Il est fonction de l'incertitude souvent très grande liée aux paramètres du sol et aux conditions, aux limites. Parce que c'est important également au laboratoire de savoir qu'il y a beaucoup d'incertitudes. C'est pour que les hypothèses sont très importantes parce que la fiabilité d'un essai répond sur l'incertitude qu'on mesure sur cet essai. C'est pour cela qu'au laboratoire, il existe des normes qu'on doit respecter pour pouvoir appliquer un essai au laboratoire. On ne peut pas arriver sur n'importe quel appareil et on dit qu'on va réaliser un essai de perméabilité. Cet appareil doit être normalisé et respecte les normes et à travers ceci, on connaît les mesures de certitude qu'on peut avoir sur cet appareil. Merci de votre attention. S'il y a des questions, je les prends maintenant. J'ai une question concernant la nappe perchée. Est-ce qu'il n'y a pas de moyen de détecter d'abord la présence d'une nappe perchée? Parce que vous n'êtes pas sans savoir que le captage et les résultats ont un coût pour ne pas capter une nappe perchée qui va être vidée de ses eaux dans quelques années. Est-ce qu'il n'y a pas de moyen de détecter ça d'abord? Pour la nappe perchée, c'est que si on arrive à trouver une nappe perchée, à un certain moment, l'eau qu'on est en train d'exploiter va s'épuiser. Donc, on ne va plus avoir de l'eau. Donc, à ce moment-là, on va dire que la nappe est arrivée, donc il n'y a plus d'eau. Par exemple, avec les essais géophysiques, que ce soit la tomographie électrique, on peut avoir une idée du sous-sol. Okay? Si, par exemple, on réalise la tomographie électrique, on peut avoir une idée de ce qui se passe au niveau du sol. C'est pour cela qu'à Damien, je sais que dans le passé,
comme on exploite de l'eau beaucoup plus dans ces zones-là, donc il y avait des appareils géophysiques dans le passé pour pouvoir réaliser des tomographies électriques. Les essais géophysiques ne sont pas assez précis par rapport à la géotechnique, parce qu'il n'y a pas d'unicité dans les essais géophysiques. En 2006, je savais réaliser des essais géophysiques au niveau de Damien, mais je sais qu'à Damien, dans les années 1980 comme ça, ils étaient déjà en avance à réaliser des essais géophysiques pour exploiter de l'eau. Et j'étais même en contact avec une personne qui réalisait ces essais dans le passé. On m'a envoyé les devoirs. On va vous envoyer ça dans quelques minutes. Ah, ok. Parce que c'est important de m'envoyer les devoirs. Oui, on va vous envoyer ça. Et j'attends les devoirs pour pouvoir les corriger. Et après le cours, donc, je vais vous envoyer les documents de cours. Je vais vous envoyer le document, le PDF, le document PowerPoint. Ensuite, après le PowerPoint, je vais vous envoyer l'article L'eau dans les sols pour pouvoir regarder cet article et regarder de manière détaillée les théories qu'on a abordées dans le cours. Et en plus, je vais vous envoyer le devoir sur Google Form. OK. Et comme je l'ai dit, c'est qu'on va faire une compilation de devoirs. C'est qu'il n'y aura pas d'examen pour ce cours et on va compiler tous les devoirs pour avoir une note finale. La semaine prochaine, il n'y aura pas cours. On aura cours dans 2 semaines, je crois. Mais OK, bye bye, à la prochaine. À la prochaine.